So, good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la séance du symposium mondial d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté parmi nous. On va être porté à étudier l'enseignement tiré du renforcement de la population nationale. Je suis Mathilde Lavecchioni, je suis chercheuse du programme d'UNIDIR sur les armes classiques et je vais modérer cette séance avec mon collègue Mohamed Koulibaly qui est en ligne et qui va m'aider à animer cette séance pour ce qui est de sa partie en ligne. Nous avons des contributions d'État qui ont une expérience pour cette démarche, qui nous parleront de de leur expérience nationale pour l'appropriation. Nous aurons des partenaires en ligne qui vont parler français notamment, donc n'hésitez pas à tirer profit des services d'interprètes qui vont interpréter vers l'anglais et vers l'espagnol du français. Je vais présenter brièvement notre séance et ensuite je donnerai la parole à nos intervenants et aux États. Comme vous le savez, les États et les autorités nationales sont censés élaborer et renforcer les cadres, les politiques et pour la gouvernance des armes et des munitions pendant toute leur durée utile. Toutefois, il y a énormément d'acteurs, y compris des fournisseurs d'aide, qui aident les États pour développer et renforcer leur démarche de la gamme et leurs cadres nationaux. Pour veiller à ce que ce soutien soit fourni conformément aux besoins nationaux, il est d'autant plus important que les gouvernements puissent identifier et connaissent à fond leurs besoins et leurs priorités. De cette manière, ils pourront demander de l'aide internationale, des soutiens et contribuer à la prévention du détournement, la prolifération et le trafic des armes et munitions. Comme vous le savez, depuis 2015, 15 États de 3 régions du monde, c'est-à-dire l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine et les Caraïbes, ont entrepris une évaluation de référence nationale de la gamme en coopération avec l'UNIDIR, mais aussi avec d'autres organismes de l'ONU, des organisations régionales et des organisations d'experts non gouvernementaux. Ces évaluations de référence sont menées sous la direction et l'appropriation des gouvernements respectifs par le biais d'un processus consultatif, inclusif, sensible à la dimension des sexes, réactif et participatif, impliquant de nombreuses parties prenantes, tant au niveau stratégique qu'opérationnel. L'un des principaux résultats de ces évaluations est une feuille de route que les États ont utilisée ou peuvent utiliser pour renforcer leur capacité stratégique et opérationnelle. Au niveau stratégique et en résultat de ces évaluations, eh bien, nous avons pu étayer les stratégies nationales et établir des mécanismes dans les pays et des entités faîtières dans le domaine de la gamme. Au niveau opérationnel, ils ont servi à l'élaboration ou à la révision de plans d'action et de procédures, ainsi qu'au renforcement des capacités. Alors, comme je l'ai dit, cette séance sera pour les États l'occasion de voir comment la feuille de route est mise en œuvre, mais aussi pour ces mêmes États, afin qu'ils nous informent sur leurs démarches, leurs difficultés, leurs enseignements à proposer et les bonnes pratiques au niveau national pour ce qui est de la mise en œuvre des cadres de gestion des armes et des munitions. Derrière moi, je vais montrer quelles sont les questions clés qui vont inspirer nos discussions, mais vous pourrez les trouver aussi sur l'ordre du jour qui est imprimé, qui est devant vous. Alors, n'hésitez pas à vous pencher sur ces questions, car ces questions vont étayer les débats de cette séance. Eh bien, nous sommes prêts à commencer. Avant de donner la parole aux orateurs, je vous encourage à être
participer activement, bien que nous aurons 3 orateurs de taille. N'hésitez pas à nous apporter vos contributions. Mon collègue Mohamed modérera la participation en ligne de cette séance. Je serai très heureuse de lui donner la parole par la suite. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de la discussion. Comme Sarah m'a indiqué, nous avons aussi un questionnaire en ligne, une enquête ou un sondage. Le code QR est aussi à l'entrée de la salle. N'hésitez pas à l'utiliser pour répondre au sondage, car vos contributions seront nécessaires pour rectifier le tir au cours de la séance. Puisque le temps presse, je vais demander à notre premier orateur de prendre la parole. Et je vous en conjure, essayez d'être bref pour que nous puissions donner la parole à tout le monde. Donc, nous avons Evner Nepnul, qui est le directeur adjoint de la surveillance douanière à Haïti et à l'administration des droits de douane. Il est fondateur d'une équipe de travail pour la réduction de la violence communautaire, entre autres. Merci. Je vous prie. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un honneur de pouvoir parler de la gamme, et notamment en Haïti, qui est considérée comme un instrument de réduction de la violence communautaire. Mais je m'en voudrais de ne pas saluer cette auguste assemblée et profiter de l'occasion pour remercier la ONUDIR et j'ajoute à cette liste le BINU, qui est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, sans oublier l'appui technique de la ONIREC. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps et rapidement je vais enchaîner pour gagner ces 10 minutes. Et comme vous le savez, lorsqu'on parlait de la gestion des armes à feu et réduction de la violence communautaire, autrefois et pour Haïti, il suffisait de projeter à l'écran Cité Soleil. Cité Soleil, chez moi, c'est un vaste bidonville qui compte jusque dans les années 90, quelques 300 000 âmes. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et elle dépasse la barre d'1 million. Autrefois, il suffisait de parler de gangs armés, de compter parmi les sbires du pouvoir, des milices, des totomacos, des groupes paramilitaires. Aujourd'hui, l'insécurité par la force des armes en Haïti est partout. Haïti compte 10 départements géographiques et je dois vous dire, aucun de ces départements n'était épargné. Je prends un exemple, 2 départements, à savoir l'Ouest où siège le gouvernement et aussi le département de l'Artibonite. Et bref, et notre exposé se déroulera autour de ce plan. Nous avons relevé, constaté des défis. De ces défis, il faut tenir compte des progrès qui ont été réalisés et également dégager, le plus important, c'est de pouvoir dégager des perspectives. Et mais juste avant de relever, de parler de ces défis-là, il faut situer Haïti dans le bassin des Caraïbes. Et nous avons une frontière terrestre. On fait la promotion à chaque fois qu'on parle de frontières. Et nous avons également une frontière terrestre avec la République dominicaine qui fait environ 300 km ou plus. Et des frontières maritimes, puisque nous sommes une presqu'île. De ces 10 départements cités, 9 d'entre eux voient la mer. Donc, nous avons des voisins maritimes si on s'en tient à la Convention de Montego Bay concernant le droit de la mer territoriale. Donc, nous sommes à moins de 12 000 marins de la Colombie et encore moins de Cuba ou encore de la Jamaïque. Donc, il faut insister là sur cet aspect. Il n'y a pas que la République dominicaine comme voisin terrestre, mais il y a aussi d'autres
territoire et maritime. Donc ça, c'est très important, très embêtant dans la mesure où, lorsqu'on voit Haïti sur la carte et en face, parlant des armes à feu et munitions, la plupart des cas de saisie proviennent de notre voisin et floridien, les États-Unis d'Amérique, sans compter le trafic des armes à feu et munitions. Et derrière, il y a tout type de trafic, notamment celui de la drogue, traite de personnes, etc., etc. Donc, quand on parle de trafic illicite, tout est lié, c'est une chaîne. Donc, pour gagner du temps, nous allons vite passer aux défis constatés ou encore, si vous voulez, aux défis relevés. Et nous avons noté une faible capacité au niveau national et face à cette prolifération illicite d'armes à feu et munitions. Je sais qu'on a des chiffres qu'on peut consulter sur Internet et on parle de ce marché gris qui fait un profit de plus de 1200 milliards, mais vous savez comme moi, il serait difficile de quantifier vraiment avec exactitude. On parle de marché gris, mais sachez qu'en Haïti, et pour sa part, à environ 500 000, on parle de 500 000 à 700 000 d'armes à feu et de munitions qui seraient en circulation. Donc, comme vous le savez, nous avons une transition politique très embêtante et marquée par une fragilité institutionnelle qui fait détériorer davantage de jour en jour le contexte sécuritaire du pays et qui souvent limite la portée des initiatives en termes de gestion des armes à feu et munitions. Et joint à cela, la mobilisation de nos agences nationales fait face à un déficit de coordination. Là, je cite la principale force notre principale force de police, la police nationale d'Haïti, et à travers ces unités spécialisées, je peux citer la police frontalière terrestre, le BLTS, le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, et le service des gardes-côtes. Ce sont tous des entités de la PNH qui sont mobilisées dans la lutte contre le trafic des armes à feu et autres en Haïti. Et il y a aussi les services des douanes haïtiennes à travers son unité de surveillance douanière, dont je suis le directeur adjoint, qui arrivent à mobiliser leurs efforts pour endiguer, enrayer, si vous voulez, réduire le trafic des armes à feu en Haïti. Parlant de défis majeurs, il ne faut pas oublier notre cadre légal et juridique qui désuet, qui ne reflète pas les réalités. Donc, on a une loi sur la gestion des armes à feu en Haïti qui date de 1922. Depuis, on a des décrets, dont celui de 1989 sur les organisations privées dites agents de sécurité. On a d'autres textes, notre constitution. On essaie de nous rattraper, mais par rapport aux conventions, aux textes internationaux, il n'y a pas eu une bonne appropriation, je dirais, de la question. Donc, c'est donc autant de défis que nous sommes en train de confronter parmi tant d'autres en Haïti. Mais il ne faut pas s'arrêter aux défis. Il y a quand même quelque chose qu'on est en train de réaliser, que je classe parmi les progrès réalisés, ou si vous voulez, les efforts nationaux. Et on est arrivé à l'élaboration d'une stratégie nationale, désarmement, démantèlement, réduction de la violence communautaire. Donc, on a réalisé de cette stratégie nationale SNDDR, on a pu réaliser 11 forums départementaux, ajoutés à 2 forums sectoriels, donc sur l'appropriation même de cette stratégie et qui tend vers l'élaboration d'un plan d'action national, désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire en Haïti. Et parmi les efforts également, il faut compter, parce que cette stratégie, il doit découler d'un plan d'action nationale,
l'élaboration et la signature de ce plan d'action national pour la mise en œuvre de la feuille de route des Caraïbes contre les armes à feu et munitions. Et le projet sur lequel on travaille là actuellement, dont je fais partie de ce groupe de travail, c'est la révision de l'avant-projet de la loi sur les armes à feu et munitions en Haïti. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des efforts au point de vue national qui sont en train d'être réalisés en Haïti. Nous ne nous contentons pas de relever des défis, mais on avance et on progresse avec des perspectives. Oui, des perspectives. Il faut renforcer, je pense, cette coordination entre les acteurs intervenant dans la gestion des armes à feu et des munitions en Haïti. Tout à l'heure, je vous ai parlé des agences de contrôle, dont la PNH à travers ses unités spécialisées et la douane. Il faut arriver à créer un lien entre ces entités pour éviter des risques non seulement de duplication et de gaspillage et de propension à la corruption. Donc, il faut arriver à finaliser ce plan d'action national DDR-RVC et en mettant l'accent sur la feuille de route des Caraïbes comme cadre d'orientation stratégique pour une meilleure coordination des acteurs. Il faut renforcer la capacité des institutions nationales, chargées notamment de la sécurité, notamment de nos points frontaliers terrestres et maritimes. Il faut terminer avec finaliser la révision du cadre légal et juridique régissant les armes à feu et les munitions en Haïti. Là, je dois vous annoncer que de mon retour en Haïti, d'ici au commencement du mois de décembre, on a 3 jours de retraite consacrés à la finalisation de ce travail. Encore une fois, il n'est pas de trop de remercier le support du Bureau intégré des Nations Unies, son appui logistique nous est très utile, également l'appui technique de la NIREP pour finaliser, pour doter enfin le pays, pour le faire sortir de ce cadre juridique datant de 1922 et quelques décrets disparates, et pour enfin nous aligner aux textes et normatifs et internationaux, la CIFTA, etc., etc. Donc, nous espérons, en guise de conclusion, j'espère que j'ai été très succinct, nous espérons en guise de conclusion, puisse ces perspectives soient matérialisées dans le meilleur délai, à ce que Haïti puisse rebondir aux plus prochaines séances, aux plus prochaines assises sur la gestion des armes à feu et des armes à feu, pour pouvoir nous présenter comme un cas de pratique internationale. Le plus important de ces assises, c'est d'arriver à partager les expériences qui peuvent orienter, qui peuvent inspirer d'autres États. Donc, c'est pour moi un honneur. Je sais qu'on aura un temps de discussion. Peut-être on approfondira davantage mon exposé. Donc, sur ce, je m'arrête là. J'espère faire moins de 10 minutes. Merci. Thank you very much. That was Merci infiniment. 10 minutes pile, bravo, merci. Dernier point, effectivement, vous avez raison, c'est essentiel de pouvoir partager nos expériences. Je suis ravie de passer à l'autre intervenant du jour, Samuel Williams Yeboah, qui est secrétaire exécutif de la Commission nationale sur les armes légères et de petit calibre au Ghana. Vous avez la parole, Samuel. Bonjour. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Habituellement, avant tout exposé, je donne un petit aperçu du Ghana, qui est en Afrique de l'Ouest, 34 millions d'habitants environ. Nous avons une démocratie depuis 10 ans, avec des élections tous les 4 ans. Le Ghana est stable et pacifique, jusqu'à présent du moins. Nous avons quelques questions de problèmes sécuritaires, mais qui touchent moins de 5% de la population. Donc le Ghana est un pays tout à fait pacifique. Maintenant, j'en viens à mon exposé. Il y a une évaluation de référence qui a été réalisée en 2019 par la Commission ghanéenne sur les armes de petit calibre
en collaboration avec l'UNIDIR, une évaluation fructueuse. Quelques points à mentionner. Et si vous souhaitez, je donnerai de plus amples détails. Donc, une évaluation de référence menée en 2019, comme je l'ai dit, par la commission ghanéenne sur les armes de petit calibre en collaboration avec l'UNIDIR. Nous sommes reconnaissants envers l'UNIDIR pour leur participation. Il y a eu quelques incidents en 2019. Il y a eu une explosion dans le dépôt d'engins explosifs des forces armées ghanéennes en 2019. C'est quelque chose qui est le fruit du hasard. Il n'y a pas eu de victimes ni de décès. Personne n'a eu à subir de conséquences physiques de cela. Si j'en reviens à l'évaluation de référence, 64 propositions étant identifiées pour améliorer la gestion des armes et des munitions. Et parmi ces 64 propositions, 16 ont été qualifiées comme prioritaires, qui se concentrent sur la sécurité physique et la gestion des stocks. 12 priorités ont été liées aux organes de coordination nationale, 11 concernaient le cadre juridique national, et les autres suggestions concernaient notamment le contrôle des transferts des armes, l'enregistrement, l'identification, le traçage et l'élimination. Et les propositions en matière d'amélioration de la sécurité et la sûreté des armes et des stocks d'armes et de munitions font partie de cette évaluation. Il s'agit de mettre à jour et d'appliquer les réglementations concernant les procédures opérationnelles permanentes, évaluation, amélioration des installations de stockage en mettant l'accent sur l'évaluation des risques d'incendie et avoir des interventions ciblées en cas d'incendie identifiées. Renforcer les capacités des responsables techniques en matière de munitions. Nous avons là les grands axes de cette évaluation et de ses conclusions. Il y a eu quelques enjeux, certes, dans notre pays, mais les priorités prioritaires, au moins 70% d'entre elles, ont été exécutées et atteintes. Mesures concernant le renforcement de l'organe de coordination nationale concerne la révision de la Commission nationale ghanéenne qui a été créée en 2007 et il y a 16 ans, le mandat a évolué. C'est le ministère qui nous mandate et nous voyons que le mandat reste toujours le même 16 ans après. Amélioration du niveau de coordination et des mécanismes de partage d'informations. Après l'évaluation, on a constaté que la coordination était satisfaisante, mais il y a eu des améliorations qui ont été apportées néanmoins. Autre point, amélioration du budget de la commission. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent à travers le pays. Après l'évaluation, nous en sommes à 80 personnes qui travaillent pour cette commission. Et nous avons aussi des bureaux et postes frontières auprès des frontières avec les pays avoisinants. Avec le Burkina, nous avons un point de contrôle des frontières. Nous avons aussi un bureau avec la frontière togolaise. L'objectif est de rendre opérationnelle clairement cette commission nationale pour avoir des inspections efficaces sur le terrain, bien identifier les armes qui entrent sur le territoire, que l'on puisse avoir un contrôle sur ce qui sort du territoire, des opérations pratiques physiques sur le terrain qui, je peux le dire aujourd'hui, sont très efficaces. Propositions concernant le cadre juridique et réglementaire, eh bien, nous utilisons toujours les lois qui ont été mises à jour récemment. Et puis, après cette évaluation de référence, en consultation avec UNIDIR et la TCA, nous avons pu avoir une nouvelle structure. La commission a été impliquée et on a soumis une proposition à la présidence qui est passée par le Parlement pour approbation.
Donc les propositions concernant un cadre juridique et réglementaire, eh bien, dans ce domaine, nous avons également progressé. Un cadre réglementaire et juridique a été mis à jour avec, concernant la fabrication illicite d'explosifs, la réglementation du trafic d'armes, création d'un comité technique international et institutionnel pour autoriser le transfert des armes, établissement de critères objectifs et clairs pour évaluer la bonne application des licences concernant les armes à feu détenues par des individus. Voici ce que l'on met en place pour voilà, veiller à ce que notre juridiction soit toujours et législation bien à jour. Quels sont les enjeux auxquels nous avons été confrontés? Eh bien, des contraintes en matière de ressources, manque de sensibilisation, des situations sécuritaires instables et quelques difficultés en matière de coordination. Il n'y a pas eu beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les armes légères et de petit calibre dans le pays, hein. Depuis que nous avons mené à bien cette évaluation, nous avons essayé d'améliorer le système. Nous parlons de campagnes de sensibilisation et de sensibilisation surtout du grand public. Progrès, engagement. Il y a eu des avancées pour renforcer cette gestion des armes à feu et munitions sur fond de l'évaluation de référence menée en 2019. Et le Ghana s'est engagé à lutter contre la prolifération des armes de petit calibre. Il y a eu des progrès, vous le voyez sur les photos. À gauche, première réunion entre l'UNIDIR et la Commission Ghana, les services de sécurité. Deuxième image, discussion dans le cadre de la conférence, et les dernières images concernent les procédures d'élimination. Pour conclure, les États doivent reconnaître leur rôle dans les efforts à l'international pour une bonne gestion des armes, une gestion responsable, et l'importance d'avoir une gestion des armes à feu et des munitions pour que nous puissions entrevoir un avenir plus sûr et plus favorable. Voici ce qui a été fait depuis cette évaluation de référence en 2019, beaucoup d'améliorations en matière de gestion des armes à feu et munitions au Ghana. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à Samuel. Merci d'avoir respecté le temps qui vous était imparti et surtout d'avoir partagé votre expérience au Ghana sur fond de cette évaluation de référence. Et on espère que cela inspirera d'autres États qui travaillent avec l'UNIDIR concernant l'utilité de ce type d'exercice. Je me tourne maintenant vers notre première intervention en ligne, Mohamed Salah. Il est le point focal national de la gamme pour le gouvernement fédéral de Somalie. Il a travaillé au Bureau de la sécurité nationale de la présidence, où il a supervisé les efforts déployés par le gouvernement pour lever l'embargo sur les armes imposé à la Somalie et a mis en œuvre la sécurité nationale en matière d'armes et de munitions qui a conduit le Conseil de sécurité à réexaminer les mesures d'embargo sur les armes. Je vous donne la parole, Monsieur Salah. Bonjour, m'entendez-vous? Confirmation. J'aimerais avant tout remercier l'UNIDIR d'avoir organisé cet événement, ce symposium sur la gestion des armes à feu et munitions, GAM. J'aurais aimé être présent en chair et en os. Malheureusement, je n'ai pas pu pour des raisons purement logistiques. Je respecterai le délai de 10 minutes, mais j'ai quelques remarques concernant l'appropriation nationale. La Somalie est un cas tout à fait précis et je pense qu'il est très différent par rapport à ce qui vient d'être dit et les expériences que nous avons entendues en matière d'appropriation nationale. Notre procédé remonte à 2013 d'appropriation nationale. Mené pour deux raisons principales. À l'époque, la Somalie se relevait de décennies de conflits. Et l'idée à l'époque était de pouvoir mettre en place un système efficace pour pouvoir gérer les armes à feu et les munitions qui permettrait
d'éviter tout détournement et prolifération illicite. Ceci a permis de jeter les fondations nécessaires à ce qui a été fait. Nous avons créé le Bureau de sécurité nationale de la présidence. À l'époque, la présidence voulait travailler dans ce domaine et renforcer les systèmes de notification nationale et améliorer la gestion nationale des armes à feu et munitions pour être bien en ligne avec les mesures et ce que nous disait la mission des Nations Unies. Alors, pour ce qui est de la gamme, nous avons déployé un certain nombre de mesures conformément aux normes internationales et aussi les exigences du régime. Et les premières mesures que nous avons introduites, ce sont les procédures opérationnelles permanentes et soutenues notamment par le service de la lutte anti-mine de l'ONU, UNMAS. Il n'y avait rien en place à l'époque. Il y avait simplement ces 9 politiques. Et puis, peu à peu, nous avons décidé de développer cette appropriation nationale et en 2020, nous avons lancé une évaluation de référence en collaboration et avec le soutien de l'UNIDIR. Et c'est là que nous avons commencé à avoir une vision plus globale, des politiques plus complètes, exhaustives pour avoir une bonne gestion des armes à feu et munitions en Somalie. Cette évaluation a permis au gouvernement d'élaborer une stratégie nationale pour la gestion des armes à feu et munitions qui nous a donné les orientations nécessaires pour bien gérer les armes et munitions classiques de manière globale, plus grande reddition de comptes, meilleure gouvernance tout au long de la vie utile des munitions et armes classiques, avec un cadre national qui a été mis en place, renforcement des capacités nationales concernant le transfert, le stockage, l'utilisation, l'élimination, suivi et mesures de diagnostic concernant les armes et munitions classiques. Donc la gamme remonte à 2020 en collaboration, comme je le dis, avec l'UNIDIR, mais également d'autres parties prenantes internationales. Et la stratégie nationale s'articule autour de 6 piliers. Nous en sommes fiers puisque c'est assez complet et complexe. Et l'idée était de s'assurer de concrétiser ces piliers. Et nous avons ainsi rédigé une stratégie nationale et un plan d'action national revu chaque année qui implique les parties prenantes et les partenaires nationaux qui nous aident en matière de gamme en Somalie. Cela nous permet d'identifier les stratégies en ligne avec nos stratégies nationales et d'autres priorités, mais aussi de fixer des objectifs clairs, ce qui nous permet de bien guider la phase d'exécution. Nous avons des réunions de coordination, en outre, qui permet de voir l'état d'avancement par rapport aux objectifs fixés. Donc, chaque année, ce que nous faisons, nous nous réunissons à 2 reprises. Première réunion, une réunion de coordination de la gamme qui a lieu toujours au mois de mars, début mars. Puis s'ensuit un atelier, en général 6 mois après. Et dans le cas de cet atelier, nous nous retrouvons pour vraiment voir l'état d'avancement, quels sont les défis principaux, quelles sont les solutions à apporter. Nous avons également un groupe de travail dédié à la gamme, avec des partenaires nationaux et internationaux et évidemment les responsables de la sécurité nationale et les autorités responsables de la coordination en matière de gamme. Le mandat de ce groupe de travail, c'est notamment de se retrouver tous les 2 mois pour partager des idées, avoir des réflexions, pour identifier également les enjeux principaux et d'être tout à fait concret, quelles solutions apporter.
De tout ceci, nous ajoutons aussi le renforcement du cadre législatif et réglementaire en matière de gamme. S'ajoute aussi l'idée de prendre le temps de la réflexion. Oui, nous devons négocier avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour vraiment identifier ces références, ces objectifs que nous devons concrétiser, qui nous permettent de bien mesurer nos états d'avancement pour viser, in fine, la levée de l'embargo sur les armes. Et en début 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a revu tout cela et c'est ainsi que nous avons pu mettre en place cette évaluation de référence, comme je l'ai dit, dans le but de réexaminer les mesures d'embargo sur les armes en Somalie. Une équipe spéciale a été créée pour voir comment nous pourrions adapter et appliquer les mesures 10 mesures qui ont été identifiées et après, évidemment, nous devons savoir où nous en sommes dans l'atteinte de ces ou dans la bonne exécution de ces mesures. Pour savoir si, voilà, nous pourrons lever l'embargo sur les armes dans le pays ou pas au Conseil de sécurité. Nous avons besoin d'aller plus loin et ce qui compte pour le gouvernement de Somalie est que nous devons continuer à voir si nous pouvons approfondir tout cela. Est-ce qu'il y a effectivement des faits pour étayer les accusations d'utilisation de certaines armes par les acteurs non étatiques et terroristes, etc. Et dans le cadre de la Somalie, les gouvernements de Somalie luttent contre les terroristes. Est-ce que cela est réel? Voilà, toute une question d'évaluer la situation sur le terrain pour éventuellement lever cet embargo. L'idée en matière de gamme est que nous puissions être sûrs d'avoir une gestion efficace du flux d'armes à feu et de munitions sur le territoire. Dans les 2 prochaines années, nous allons nous concentrer sur le DDR pour que nous ayons un cadre de désarmement, démobilisation et réintégration efficace et bien mis en œuvre et que la gestion de ces armes soit bien l'apanage des institutions désignées qui sont responsables de facto de cette gestion d'armes à feu et de munitions. Thank you so much, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup d'avoir été concis et aussi d'avoir mentionné non seulement la stratégie nationale issue de cette évaluation de référence, mais aussi le plan d'action, les mécanismes de coordination nationaux et aussi les prochaines étapes avec une identification très claire des priorités. C'est très utile et très important pour cette séance. J'encourage d'autres États à faire de même. Et ceci en gardant le temps imparti. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant demander à la prochaine oratrice d'intervenir. Nous avons Madame Généreuse, qui est la présidente de la présidence nationale permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Burundi. Ceci nous permet d'avoir un panel extrêmement diversifié pour ce qui est de l'expérience de la gestion de la gamme, non seulement pour les données de référence, mais aussi pour les questions plus larges. Madame, je vous prie. Merci de me passer la parole. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je rejoins aux autres participants pour remercier l'UNIDIR qui a organisé ce colloque qui rassemble pas mal de gens ici dans le monde et avoir sélectionné le Burundi pour être représenté dans ce colloque. Je voudrais vous présenter où on a allé au Burundi en ce qui concerne la gestion des ALPC. En fait, il faut savoir que le Burundi n'a pas d'usine d'armes, mais on remarque qu'il y a un afflux des armes
malgré qu'il n'y a pas d'usine de fabrication là-bas. Ces armes proviennent de guerres qui ont persisté depuis les années 1950 dans la région des Grands Lacs et surtout aux pays voisins. Mais maintenant, il y a les conflits armés dans notre pays voisin qui est la RDC. Il y a aussi les différentes crises que le Burundi a connues depuis 1965, ayant occasionné un armement de la population pour des raisons de sécurité personnelle ou de défense civile. Ces armes-là provenaient des stocks de sécurité du gouvernement et d'autres provenaient des mouvements politiques armés qui se sont ravitaillés ailleurs. Comme cadre d'action, il y a l'adhésion aux différents instruments juridiques internationaux et régionaux en rapport avec la prévention, le contrôle, la réduction et la lutte contre le trafic illicite des APC. Ici, on citerait le programme d'action pour prévenir, combattre et éradiquer le trafic illicite des armes légères et de petits calibres sous tous ces aspects qu'on appelle POA et l'instrument international de traçage. Pour le premier instrument, le POA, le Burundi a déjà ratifié ça, mais pour l'instrument international de traçage, on n'a pas encore ratifié, mais on avait signé. Il y a aussi la Convention des Nations Unies contre la criminalité transitionnelle organisée selon et son protocole additionnel. Ça aussi, le Burundi a déjà ratifié. Il y a le protocole de l'ONU sur les armes, c'est ratifié. Il y a la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Ça aussi, c'est la Convention d'Ottawa qui est déjà ratifiée. Et d'abord, maintenant, le Burundi est libre des mines antipersonnelles. Le Burundi s'est déjà déclaré libre. Il y a aussi la Convention sur les armes à sous-munitions qui est déjà ratifiée. Il y a la Convention sur les armes nucléaires. Là, on n'a pas encore ratifié. Il y a la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement. C'est un engagement. Il y a aussi le protocole de Nairobi sur la prévention, le contrôle et la réduction des ALPC dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et des États limitrophes. En interne, il y a la politique nationale de sécurité, il y a la stratégie nationale de lutte contre la prolifération des ALPC et de désarmement des civils. Il y a la loi IMBAR portant un régime des ALPC de 2009 et l'objectif de cette loi est de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication, le trafic, la détention et l'utilisation illicite d'armes légères et de petits calibres, ainsi que leur contrôle et gestion efficace. Et le principe de base est l'interdiction de la détention d'armes par les civils, la détention étant une exception bien réglementée. Il y a aussi l'incrimination de toutes les violations à la réglementation sur les armes et ses textes d'application. Il y a le code pénal. Dans le cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique nationale de désarmement de la population, de lutte contre la prolifération des ALPC et du suivi des engagements internationaux sur les ALPC. Il y a l'organigramme de la CENAP, de la Commission. C'est une structure qui est bien organisée, du haut jusqu'à même au niveau déconcentré. Là, vous pouvez lire pour gagner du temps. Puis, comme réalisation, il y a eu développement et mise en œuvre des plans d'action nationaux. Il y a le renforcement des capacités de sensibilisation diverses pour le désarmement de la population civile, la lutte contre la prolifération des ALPC et la violence armée. Il y a la collecte et destruction des armes remises et obsolètes.
il y a le marquage des armes de l'État. Ici, je vais signaler que pour la police, toutes les armes de la police ont été marquées et maintenant on a entamé le marquage des armées des forces armées. Malgré les machines qui ne facilitent pas la tâche. Il y a le recyclage des morceaux d'armes découpés en objets d'art. Il y a la tenue des registres de la base des données nationales des armes marquées. Il y a le monitoring de la violence armée. Il y a la promotion de la coopération avec les États du REXA, c'est-à-dire le Regional Center on Small Arms, qui est basé à Nairobi. Ici, on citerait les visites de partage de l'expérience burundaise à la République centrafricaine, le Soudan du Sud. On a accueilli aussi des délégations pour échange d'expériences à la mise en place de la Commission nationale. Ici, on citerait le Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, il y a le Soudan du Sud et autres pays. Et comme résultat des efforts fournis par le Burundi en mettant en œuvre le POA, le Centre d'excellence régional sur le désarmement, on a choisi le Burundi pour abriter le Centre d'excellence sur le désarmement dans les pays de la communauté est-africaine. On n'a pas encore dirigé ce centre, mais quand même, vous avez vu que certains pays viennent visiter le Burundi pour échange d'expérience. Maintenant, on cherche à construire ce centre d'excellence pour pouvoir héberger et accueillir confortablement les autres délégations qui viennent des autres pays. Et comme les défis, vous savez, les défis n'en manquent pas. Il y a d'abord les politiques élaborées qui ne sont pas mises en œuvre parce que les financements des partenaires sont ponctuels. Ici, je donnerai l'exemple de la politique d'intégration du genre dans la lutte contre la prolifération des ALPC. Je donne l'exemple ici chez nous au Burundi, l'UNIREC avait financé une activité pour introduire la politique genre dans la lutte contre la prolifération des ALPC. Mais maintenant, c'est fermé. On n'a pas encore élaboré la politique nationale qui intègre l'intégration du genre. Mais comme ce n'est pas la priorité pour le Burundi, on ne va pas mettre en œuvre ce qu'on a commencé. Il y a aussi l'universalisation des instruments et des outils internationaux. C'est un problème parce que beaucoup d'instruments et des outils de travail se trouvent dans une langue, en anglais, alors que notre pays a comme langue officielle le français. Donc ça, c'est un défi. Il faut que les instruments et les outils soient traduits dans une langue compréhensible. Il y a aussi un autre défi qui est les appuis des partenaires qui ne répondent pas aux priorités des bénéficiaires. On nous propose des appuis alors qu'on avait d'autres priorités. Ça aussi, c'est un défi. Il y a aussi un manque des équipements adéquats pour détecter les armes et aussi pour le marquage. Et ici, on nous a donné des machines et on ne sait pas même la maison du fabricant. Et même quand on a un petit problème de réglage, on ne peut pas y parvenir parce qu'on ne sait pas comment manipuler ces machines. Donc, nous interpellons les gens qui nous fournissent ces machines de prévoir un service après-vente pour nous donner des formations sur l'utilisation et l'entretien de ces machines. Il y a les plans d'action des organisations régionales qui ne tiennent pas compte des plans nationaux.
là aussi, vous savez que les bailleurs ne financent pas les gouvernements. On passe les appuis à l'intermédiaire des autres organisations. Et là, les organisations planifient selon leurs activités, mais on ne tient pas compte des besoins des autres pays, des pays membres. Alors, en terminant, je vais vous partager les perspectives d'avenir. Il y a la mobilisation des financements pour mettre en œuvre des programmes et projets relatifs au contrôle et la lutte contre la prolifération des ALPC. Et il y aura la construction des infrastructures standards abritant le centre d'excellence régional sur le désarmement. On va acquérir une unité de transformation des pièces ou morceaux d'armes détruites pour les recycler en objets utiles à la communauté. Maintenant, il y a un tas des armes qui ont été détruites. On a déformé, mais on n'a pas détruit. Quand on brûle les armes, ça ne brûle pas parce que c'est en métal. On les transforme, on les déforme, mais on ne les détruit pas. On cherche alors comment les transformer dans des matériaux utilisables par la population. On va aussi promouvoir le renforcement de la coopération transnationale avec les pays voisins et les organismes, renforcer l'Observatoire de la violence armée, faire un plaidoyer pour la ratification et l'universalisation des instruments internationaux et régionaux signés par notre pays. On va aussi dispenser des formations de réinsertion sociale aux personnes ayant manipulé des armes. C'est par ici que je clôture mon exposé. Merci de m'avoir suivi. Thank you very, very much for this contribution. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cet exposé. À l'image des autres exposés, explique les difficultés, mais aussi parle des étapes suivantes au niveau pratique. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais maintenant ouvrir les débats. Je sais qu'il y a énormément de collègues d'autres États membres qui souhaiteraient contribuer à ce débat avec leur expérience de gestion des armes et des munitions. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais demander à mon co-modérateur en ligne, Mohamed, pour savoir s'il y a un État en ligne qui souhaiterait nous faire part de son expérience. N'hésitez pas à intervenir, mais il faut que votre contribution soit brève, pas plus de 3 minutes, afin que nous puissions donner la parole au plus grand nombre possible avant de lever la séance. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donner la parole à des pays en ligne. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Je suis le colonel Gabin Chanka, le secrétaire permanent de la Commission du Bénin. Merci. Donc, l'évaluation de base sur la gestion des armes et munitions a été faite au Bénin du 28 mars au 1er avril 2022. Donc, tous les 10 domaines clés de la méthodologie de référence ont été parcourus. Et donc, j'aborde les défis que nous avons rencontrés. Et après cette évaluation, il y a d'abord, ça nous a permis d'identifier toutes nos faiblesses par rapport donc au cycle de vie des armes. Et aussi, on a constaté un défi très important en matière de cadre juridique. Notre cadre juridique avait des insuffisances que nous avons constatées comme défi. Il y a aussi le gros défi de la gestion physique des armes et munitions à travers justement la sécurité des dépôts et des magasins d'armes dans un contexte sécuritaire difficile où il y a le terrorisme dans notre sous-région. Et puis, surtout aussi, on a un gros défi constaté en matière de tenue et de conservation des données. Donc, c'est pour ça que les besoins et surtout les demandes d'assistance en partenariat chez nous, au Bénin, pour pouvoir justement résoudre tous ces défis-là. Il y a des questions d'assistance en matière de marquage des armes. Il y a des questions aussi d'assistance
pour la protection des dépôts, la construction, la réhabilitation de nouveaux dépôts. Voilà. Et aussi, on a besoin de capacités techniques et de renforcement des capacités des personnels pour le traçage et le profilage des armes. Et enfin, il nous faut de l'assistance technique en matière de tenue de données, c'est-à-dire en matière de réalisation de bases et de logiciels informatiques de données pour tout le pays. Voilà, j'ai essayé d'être très bref pour pouvoir aborder les défis et nos besoins. Je vous remercie. Bonsoir, je ne vous ai pas entendu, mais je ne sais pas si je peux commencer. OK. Merci à Inédir de nous avoir donné cette opportunité. Je partirai de l'évaluation de base du Burkina qui a eu lieu en 2018 et cette évaluation a couvert l'aspect surveillance, les responsabilités et la gestion, la mise en place des cadres, le processus pratique national pertinent pour une production et acquisition de matériel, les stockages, les transferts et les traçages. Donc l'évaluation a identifié des points importants sur la sensibilisation, une capacitation des acteurs, des pratiques de la procédure et des procédures nationales qui étaient déjà limitées pour gérer et traiter systématiquement des armes. L'une des principales options pour améliorer le domaine fonctionnel de la gamme était l'élaboration et l'adoption en son temps d'une procédure opérationnelle normalisée nationale écrite pour le traitement des armes illicites et des munitions illicites. Les autorités et les experts nationaux au niveau du Burkina ainsi que les fournisseurs d'assistance ont soutenu cette recommandation et le gouvernement du Burkina, avec un financement par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, soutenant la coopération en matière de réglementation des armes, et UNSCAR ont élaboré une procédure opérationnelle standardisée nationale pour la gestion des armes et munitions récupérées, qui a été adoptée par le gouvernement via un arrêté ministériel en 2019. La procédure opérationnelle standardisée comprend les dispositions essentielles pour qu'un système national de traçage soit effectué et puisse effectuer des demandes de traçage nationales et, si nécessaire ou requis, internationales dans le cadre prévu par la Convention de la CEDEAO et l'instrument national de traçage. L'importance de l'évaluation de base pour le Burkina, et ça a été une étape importante pour le développement de la capacité d'apprentissage de notre structure. Elle a fourni une représentation plus ou moins précise de la situation de la gamme au moment du test et a constitué un point de départ pour la planification pour nous. Il était important de dissiper les fausses craintes concernant l'évaluation de base et en adoptant une approche raisonnable et professionnelle. L'appropriation de l'évaluation de base de la gamme au Burkina Faso a permis d'actualiser son plan d'action et d'accélérer le processus d'adoption de la loi sur le régime des armes. L'évaluation de base de la gamme est une évaluation initiale qui a permis de déterminer les besoins en matière de gestion des armes et des munitions. Donc, l'adoption d'une loi sur le régime des armes était paru important parce qu'avoir une loi sur le régime des armes nous a permis de réglementer la production, l'acquisition, le stockage, le transfert et le traçage des armes et des munitions ainsi que leur élimination. Les lois sur les armes sont conçues pour protéger la sécurité publique et prévenir la violence armée. En matière de besoins d'assistance, l'élaboration des plans stratégiques ALPC 2023-2027 a permis de déterminer les besoins en matière de gestion des armes et des munitions et les moyens de lutte contre les EI. Au Burkina Faso, il ressort que les besoins en matière de renforcement des capacités d'assistance technique et les moyens sont identifiés dans les domaines suivants. La mise en place d'un cadre national et des cadres et processus pratiques nationaux pertinents dans la production et l'acquisition de matériel, connaître les mécanismes d'assistance des partenaires,
faire des formations et trouver les moyens de détection des ALPC, aider dans le cadre du suivi de l'appui à la mise en œuvre au niveau national des cadres internationaux et pour apprendre également sur le transfert, le traçage, la destruction des armes et des munitions. Il est important de noter que UNIDIR a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nationales pour élaborer une évaluation de base nationale de la gestion des armes et munitions en 2018. Cette évaluation a permis de déterminer les besoins en matière de gamme, de définir les domaines prioritaires de l'assistance et pour l'assistance technique. Donc, voilà brièvement ce que je peux vous dire sur l'importance de l'évaluation de besoins, de l'évaluation de base au niveau du Burkina Faso. Merci beaucoup. Parole, si nous avons le Soudan du Sud. Abraham. Bon, alors, du coup, c'est la République d'Afrique centrale, puisqu'on n'a pas le Soudan du Sud. Je vous prie.
Je vous rends le micro et le Soudan du Sud vous enverra les clichés PowerPoint. Merci infiniment. Merci Mohamed, merci à l'ensemble des participants et participantes en ligne. Merci pour votre partage d'expérience. Quelques minutes supplémentaires. Je sais que le Niger souhaitait aussi faire part de leur expérience. Et je vois qu'il y a une autre main levée. Je vous en prie. Merci. Je suis le lieutenant-colonel Salah Mohamed Manirou. Je suis le secrétaire permanent de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites en charge du déminage humanitaire, qui est l'autorité nationale au Niger en matière de contrôle des armes. Étant donné que c'est la première fois que je prends la parole, permettez-moi de remercier doublement l'UNIDIR, d'abord pour avoir organisé cet important symposium, et surtout aussi en amont pour avoir appuyé le Niger dans le cadre de l'élaboration, des bases, donc en matière de gestion des armes et des munitions. C'était en 2018. Cette évaluation des bases en ce qui concerne notre pays, le Niger, concerne à établir des bases de référence dans le domaine, mais aussi à déterminer les domaines à renforcer et à formuler des recommandations. Alors, 10 domaines clés ont été identifiés lors de cette évaluation des bases. Je ne vais pas revenir compte tenu, donc je n'ai pas suffisamment de temps de tous ces domaines. Permettez-moi au moins de parler de 3 premiers domaines de ce qui a été fait lors de cette évaluation des bases. Je prends par exemple le premier domaine qui est le cadre législatif existant. Donc, lors de cette évaluation, effectivement, il a été constaté que le Niger d'abord a ratifié pratiquement tous les instruments régionaux internationaux en matière de désarmement et de contrôle des armes. Et donc, un autre aspect qui a été identifié à l'existence quand même d'une législative qui est obsolète, qui date de 1963, c'est-à-dire 3 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Donc, il y a aussi un avant-projet de loi lors de cette évaluation qui existe déjà. Donc, lors de cette évaluation, quand j'ai allé souligner, mais aussi, il y a un manque, par exemple, des rapports périodiques en ce qui concerne tous les instruments signés. Donc, des recommandations ont été faites, par exemple, en ce qui concerne ces premiers domaines. Et aujourd'hui, cet avant-projet de loi, il a fait l'objet d'un atelier de validation
appuyé par l'ONUDC déjà en octobre passé, et il est dans les circuits vraiment d'adoption. En ce qui concerne les rapports, donc avant l'évaluation, bien que nous avons ratifié pratiquement beaucoup, la quasi-totalité des instruments internationaux, mais on n'a pas à faire des rapports périodiques, ce qui donc ça nous a permis de corriger. Aujourd'hui, on a fait pratiquement tous les rapports. Quand on prend les traités sur le commerce des armes, on a fait les rapports initiaux à titre de régulation. On a fait pratiquement tous les autres rapports, excepté les derniers qu'on est en train de faire. Idem aussi, les rapports qui viennent pour le programme d'action des Nations Unies aussi, on a fait les rapports, ainsi que les autres instruments. Le deuxième domaine à identifier, c'est la coordination. Donc, l'évaluation a constaté qu'il y a un cadre de coordination au Niger, un cadre institutionnel qui est la Commission nationale, qui regroupe tous les organes au niveau national, donc qui concourent à la lutte contre la prolifération et le contrôle des armes de manière générale. Donc, il y a même un comité technique, puisque les décrets créant cette institution a donné la latitude au président de la Commission de mettre en place des comités spécialisés. Donc, un comité technique de gestion des armes et des munitions qu'on appelle le comité technique PSSM qui regroupe tous ceux qui gèrent les armes et les munitions au Niger, toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, ça, c'est un constat qui a été fait lors de l'évaluation. Mais le constat est à l'époque où l'évaluation a été faite, nous n'avons pas un plan d'action national à jour. Cette évaluation nous a permis de faire un plan d'action national à partir de l'année prochaine, donc 2019-2022, donc pour faciliter les activités de la Commission. Le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est le marquage des armes. Donc, cette évaluation, malgré qu'il y a le comité technique, malgré qu'il y a une stratégie nationale qui a été élaborée en matière de marquage, mais cette stratégie n'a pas été validée. Donc, après cette évaluation, nous avons eu à valider cette stratégie nationale de marquage des armes, mais aussi commencer à marquer les armes. Puisque avant l'évaluation, c'est juste les armes saisies qu'on a commencé à marquer, mais après l'évaluation, on a commencé à marquer les armes des stocks gouvernementaux. Donc, commencer à marquer les armes de forces armées nigériennes déjà à partir de 2019, et à partir de l'année passée, les armes de la garde nationale du Niger. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, ces marquages continuent. Donc, on a marqué plusieurs armes. On a eu d'autres demandes des autres structures de force de défense comme la douane, donc après cette évaluation. Donc, dans tous les autres domaines, je ne vais pas revenir, je n'ai pas suffisamment de temps. Donc, on a identifié vraiment les lacunes et on a pris des dispositions et qu'on est en train de corriger. Maintenant, pour finir, les priorités, nous voulons maintenant faire un plan stratégique national qui prend en compte toutes les armes, puisque la Commission nationale, l'autorité nationale du Niger prend en compte pratiquement toutes les armes légères, les armes classiques, les armes biologiques, les armes chimiques, les armes nucléaires, les mines. Donc, on veut faire un plan stratégique général assorti des plans d'action par domaine. Nous voulons aussi renforcer les antennes régionales. La Commission nationale est l'une des rares commissions qui a des représentations au niveau des régions. Au niveau de chaque région, nous avons des commissions régionales, donc dirigées par des gouverneurs. Nous voulons renforcer ces antennes régionales et aussi nous voulons avoir plus de membres pour renforcer l'éducation au risque, que ce soit dans le domaine des ALPC ou bien dans le domaine des engins explosifs. Nous voulons aussi continuer les marquages. Le marquage est un pilier important en matière de contrôle des armes, donc nous voulons poursuivre aussi les opérations de marquage et aussi de destruction des armes, mais sans oublier aussi les PSSM, surtout la construction et la réhabilitation des infrastructures. Donc, je vous remercie. Thank you very much for sharing Niger's experience. Merci infiniment d'avoir partagé l'expérience du Niger, très utile. Je vois Libéria, Nigeria, quelques minutes supplémentaires pour ces interventions. Malheureusement, pour celles et ceux qui souhaiteraient intervenir en plus, veuillez nous envoyer par écrit vos contributions. Merci Mathilde. C'est la première fois que je m'exprime. Chers collègues, Excellences, j'aimerais remercier l'UNIDIR d'avoir organisé cette réunion, ce symposium. J'aimerais parler des efforts nationaux en matière de gestion des armes à feu et munitions. Nous le renforçons à l'échelle nationale, nous renforçons la gamme. Je vais être bref. Pour ce qui est des cadres juridiques et réglementaires, pour ce qui est du PSSM, les activités planifiées, les enjeux et les lacunes. Pour ce qui est du cadre national, nous avons des amendements en matière de loi de contrôle des armes à feu en 2015 qui intègrent la convention de la CEDEAO
et également du traité sur le commerce des armes TCA. Nous avons créé une commission nationale en matière d'armes. Nous avons intégré la commission pour les armes légères et de petit calibre à la commission des armes, qui est donc un peu la commission fêtière pour l'ensemble des armes. Nous avons bénéficié de différentes formations entre pairs et régionales. Au Libéria, nous avons eu donc ce type de formation sous l'égide de la CEDEAO. En matière de PSSM, nous avons retué 500 armes, plusieurs milliers d'ammunitions, des explosifs et différents engins. Et en octobre de l'année dernière, nous avons détruit 500 armes à feu et 200 000 cartouches de munitions. Tout ceci après le départ de des groupes armés dans le pays. Nous sommes dans le processus de recrutement des consultants juridiques, techniques pour mener les efforts pour adapter la réglementation en vue de soutenir la mise en œuvre de notre loi 2023 de gestion des armes à feu et munitions. Nous en sommes à la phase de création de bureaux délocalisés pour soutenir notre plan de délocalisation. Notre objectif est de sensibiliser à ce que nous menons en matière de gamme, et ce depuis 2022. Dans notre jurisprudence, nous avons une juridiction concernant les armes classiques, et aujourd'hui, pour tout ce qui est de la fabrication, et un code pénal qui vise à criminaliser le recours aux armes illicites. Et donc, il y a, pour une possession illégale d'armes à feu, vous pouvez être inculpé pour détention illégale avec une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. Donc, nous utilisons le code pénal pour poursuivre les auteurs de faits de trafic illicite, et nous travaillons avec le ministère de la Justice pour que nous puissions avoir des dispositions dans le code pénal qui puissent reprendre l'ensemble des violations et des crimes liés aux questions des armes à feu. Nous sommes aussi dans un processus de rédaction du plan d'action en matière d'armes classiques, une réglementation ainsi que des procédures opérationnelles permanentes sur les explosifs non conventionnels et activités illicites. Et nous avons effectué une évaluation au Libéria pour ce qui est de notre régime qui concerne les engins explosifs, et voir comment nous pouvons rédiger une stratégie nationale pour lutter contre les engins explosifs improvisés. Nous voulons aussi développer des procédures opérationnelles permanentes pour la chaîne de suivi pour tout ce qui a trait à ces engins explosifs improvisés. Nous avons des fonds limités, des contraintes logistiques également, et de couverture régionale. Nous avons besoin de continuer cet effort de décentralisation pour avoir une plus grande expertise également au niveau des agences étatiques, et également renforcer les capacités de nos agences de sécurité nationale. Il faut en outre, nous misions sur plus d'efforts en matière d'enregistrement des armes à feu, notamment avec les agences de sécurité, améliorer l'échange d'informations entre ces différents acteurs. Merci. Thank you. Merci to you. And with that, I think we're ready for our final. Merci infiniment. Et maintenant, notre dernière intervention, le représentant du Nigeria, vous avez la parole. À nouveau, il s'agit d'être concis pour que nous puissions tous profiter d'un café avant la prochaine séance. Merci infiniment. Je suis major général et retiré pour ce qui est du registre des armes à feu, pour l'organe central de contrôle des armes et munitions classiques. Alors, au vu de mon expérience, je pense que je peux jouir d'au moins 15 minutes pour vous présenter mon exposé, n'est-ce pas?
C'était une blague, évidemment, je serai concis. En novembre 2016, la commission de la CEDEAO, en collaboration avec les Nations Unies et les différents partenaires, ont lancé une évaluation de référence gamme sous l'égide du comité présidentiel en matière d'armes légères et de petit calibre. L'objectif du programme était d'évaluer les efforts nationaux et de pouvoir avoir un cadre juridique et réglementaire qui permettent d'avoir toutes les procédures juridiques et administratives nécessaires pour avoir une bonne maîtrise des armes à feu et munitions dans le pays. L'évaluation a mis en exergue des enseignements tirés et essentiels qui ont permis aux autorités nationales d'élaborer une feuille de route et de renforcer les capacités opérationnelles. Entre autres leçons tirées, le Nigeria a joui d'une longue expérience de politique de gestion et codifiée des armes à feu et munitions au sein de ses propres forces armées, avec des éléments clés, notamment un cadre global pour les armes à feu et munitions. Les enjeux sont divers et variés par rapport au cadre juridique actuel, mais qui reflètent l'engagement pris à l'échelle nationale, régionale, internationale, en tout cas les efforts nationaux pour être en ligne avec les normes internationales et régionales. Avoir le cadre nécessaire pour une bonne gestion des armes à feu et munitions in fine dans le pays. Il y a différents enjeux pour que nous ayons une gamme efficace, notamment en matière de cadre juridique, mais également le manque de mécanismes de contrôle efficaces, pas suffisamment de contrôle des transferts, pas de règles unifiées de marquage, ni de gestion des stocks transparente, ce qui fait qu'il y a des difficultés aussi en matière de sécurité dans le pays, ce qui a une incidence sur la gamme. Autant d'éléments qui ne font que augmenter l'insécurité à l'échelle nationale, avec des risques de détournement de la part des sites de stockage, le trafic illicite dans les zones transfrontalières, mais également des trafics maritimes, entre autres facteurs à risque. Il y a différentes mesures qui peuvent être prises pour atténuer ce genre de risque, notamment avoir une plus grande appropriation nationale des processus et mécanismes permettant de renforcer les capacités institutionnelles et nationales, des politiques, des pratiques qui permettent d'avoir une réelle gestion des armes à feu et munitions tout au long de leur vie utile. Via le Centre national pour le contrôle des armes légères et petits calibres national, nous avons mené une évaluation et ceci nous a permis de déployer nombre d'efforts pour prévoir des activités qui nous permettent d'aboutir à une feuille de route pour lutter contre la prolifération, entre autres, d'armes illicites dans le pays. Des efforts qui sont en ligne avec les différentes options que nous avons, notamment mettre en place un logiciel pour que nous ayons une base de données centralisée nationale sur les armes légères et petits calibres, collecter les données par rapport aux détenteurs d'armes. Et tout ceci doit être déployé à l'échelle nationale. Il y a 6 zones géopolitiques au Nigeria qui doivent être couvertes pour que nous puissions avoir une coopération globale nationale. Il faut mettre à jour les bases de données en matière d'octroi de licence et les fabricants d'armes à feu présents sur le territoire, pour que nous puissions avoir un plus grand contrôle de la production et la commercialisation illicite d'armes de petit calibre. Une loi également pour porter création d'un centre dédié à cette question qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale du pays, pour que nous puissions bien identifier le mandat de ce centre, avoir un code dédié pour que nous puissions faciliter le marquage de l'ensemble des armes, à commencer par le marquage de l'ensemble des armes légères et des petits calibres existants sur le territoire et à commencer par les détenteurs de ces armes identifiées dans le pays.
J'aimerais saluer le groupe consultatif qui sont un partenaire essentiel pour que nous puissions avancer ensemble et puis savoir que nous en sommes à la phase où nous construisons notre propre centre de fabrication et nous voulons avoir une appropriation nationale renforcée pour que nous puissions vraiment miser sur une gamme pendant la vie utile des armes à feu et munitions qui soit la plus complète possible avec des mécanismes assortis, meilleur partenariat, une réelle volonté politique et adoption d'une approche inclusive et participative. Merci pour l'occasion qui m'a été donnée de m'exprimer. Merci infiniment. Merci de ne pas avoir pris 15 minutes. Sans plus attendre, je me permets de vous remercier pour vos interventions et maintenant vous pouvez quitter la salle, prendre votre café, mais merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes car pour l'UNIDIR, il est essentiel d'avoir votre retour d'expérience. Je vous libère. La prochaine session commence à 16 h, heure de Genève, quelques minutes, pour vous étirer, vous dégourdir les jambes, boire un café et je vous remercie pour cette séance la plus productive qui soit. Merci.